Global Maths Club plus qu'un moteur de recherche. Bon, nous aurons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Patrick Niadjo, lui qui est un étudiant à l'université de Bowling Green, je crois que c'est ça aux États-Unis. Et Patrick, elle va nous parler de la fonction zeta de Riemann. Bon, Parfait. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Voilà, donc je vais déjà commencer par partager mon écran. Um, OK. Voilà, donc j'espère que vous pouvez voir mon écran. Donc aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'entretienne un tout petit peu sur la fonction zeta de Riemann. L'idée derrière cette présentation, c'est d'introduire la fonction zeta de Riemann, déjà de définir la fonction zeta de Riemann, de parler de la relation qui existe entre la fonction zeta de Riemann et la distribution des nombres premiers, en invoquant par exemple le jeu important que joue la légendaire hypothèse de Riemann. Et ensuite, on parlera un tout petit peu de ce que j'ai appelé le miroir de l'hypothèse de Riemann. Donc, je vais introduire cette notion-là un tout petit peu plus tard dans le miroir de l'hypothèse de Riemann, et puis je présenterai quelques résultats dans ce sens-là. Euh, Juste un instant. Euh, OK, parfait. Je reprends OK, est-ce que vous voyez toujours mon écran? oui, Patrick. Bon, moi, de OK. mon côté, je vois parfaitement. OK, est-ce que tu vois mon écran défiler? Oui, exactement. Parfait, OK. Voilà. Voilà, donc je vais commencer par la définition de la fonction zeta de Riemann. La fonction zeta de Riemann est généralement définie comme étant cette série entière que vous avez, en fait, pas série entière, en fait, comme cette série que vous avez à vos yeux, donc c'est la série des 1 sur n à la puissance s, où s est un nombre complexe. Voilà, ce qu'on ne dit pas très souvent, c'est que cette définition n'est valable que pour la partie réelle de x strictement plus grand que 1. Bien sûr, parce qu'il faut imposer une certaine convergence à cette série et il faut également de telle en sorte que la fonction zeta soit bien définie. Voilà. Pour bien comprendre la définition de la fonction zeta, j'aimerais que l'on revienne un tout petit peu dans le contexte historique de l'introduction de cette fonction. Donc, cette fonction a premièrement été introduite par Euler au XVIIIe siècle. Donc, Euler a défini la fonction zeta pour les parties, donc pour les nombres réels strictement plus grands que 1. En réalité, ce n'était pas encore pour les nombres complexes. Donc, c'était uniquement pour les nombres réels strictement plus grands que 1. Et ce qui était intéressant, c'est que Euler a réussi à établir une relation entre la fonction zeta et les nombres premiers. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur votre écran en état de S. C'est un produit sur les nombres premiers. Déjà, à cette époque, on s'intéressait beaucoup aux nombres premiers, à comment les nombres premiers sont répartis, c'est-à-dire la distribution des nombres premiers, etc. Donc, cette relation-ci permettait donc d'avoir un nouveau angle d'attaque, voilà, un nouveau angle d'attaque sur les nombres premiers. Du coup, on a commencé à s'intéresser à la fonction zeta. Et au 19e siècle, Riemann réussit donc à prolonger la fonction zeta sur tout le plan complexe. Donc, il réussit à déterminer ce qu'on appelle une équation fonctionnelle de la fonction zeta. On appelle cette équation fonctionnelle parce que c'est la fonction zeta qui s'exprime encore en fonction de la fonction zeta. Mais l'avantage que nous avons dans cette équation fonctionnelle, c'est que sur le membre de gauche, par exemple, vous pouvez voir zeta de S. Et sur le membre de droite, vous verrez zeta de 1 moins S. Ça veut dire que si je veux, par exemple, calculer zeta de moins 1, zeta de moins 1 que je ne pouvais pas calculer avec la définition de l'heure, étant donné que zeta de moins 1 était quelque chose qui ne convergeait pas. Si je veux, par exemple, calculer zeta de moins 1 avec cette expression, avec cette équation fonctionnelle,
En remplaçant chaque terme par sa valeur, on a zeta de 2, gamma de 2. Zeta de 2, c'est pi carré sur 6. Gamma de 2, c'est 1 factoriel. Et en faisant un tout petit calcul, on trouve donc moins 1/12. Et c'est la raison pour laquelle très souvent on dit que la somme des entiers naturels est égale à moins 1/12. En réalité, cette écriture, c'est une abus d'écriture parce que zeta de moins 1 n'est pas la somme des entiers naturels. Mais si on se réfère uniquement à l'expression explicite de zeta que nous avons, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas d'expression explicite de la fonction zeta lorsque la partie réelle de x n'est pas plus grand que 1. Voilà. Donc, la seule expression explicite que nous avons de zeta, c'est cette expression-ci. Et bien qu'elle est définie sur tout le plan complexe désormais, nous n'avons pas d'autre expression à part celle qui est juste valable pour la partie réelle de S strictement plus grand que 1. C'est la raison pour laquelle il y a donc cette ambiguïté qui naît très souvent, parce que quand on se dit, OK, on veut calculer les états de moins 1, et qu'on n'a pas d'écriture des états de moins 1, on se dit, OK, par abus, on va donc appeler les états de moins 1 la somme des 1 sur la somme des entiers naturels, donc en utilisant cette écriture qui n'est valable que pour la partie réelle de S strictement plus grand que 1. Voilà, donc maintenant je parle un tout petit peu de l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann nous dit que les zéros non triviaux de la fonction zeta sont toutes sur la droite critique. Déjà, je rappelle que ça, c'est l'un des 7 problèmes du millénaire et que si quelqu'un réussit à démontrer ce problème, effectivement, il pourra bénéficier d'1 million de dollars. Et je crois qu'il ne reste plus que 6 problèmes du millénaire actuellement, parce que le problème de Poincaré avait déjà été démontré par Perelman, je crois bien, qui était porté sur la caractérisation des variétés dimension 3, etc. Voilà, donc ici, je présente l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann dit que les zéros non triviaux de la fonction zeta sont toutes sur la ligne critique. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que les zéros de la fonction zeta sont de telle sorte que la partie réelle sont tous compris entre 0 et 1. Voilà. Et si on se base un tout petit peu sur notre équation fonctionnelle précédente, on verra que tous ces zéros-là sont donc symétriques par rapport à la droite d'équation partie réelle de S égale 1/2. Mais ce que Riemann vient affirmer, c'est qu'ils ne sont pas juste symétriques par rapport à cette droite. Ils sont sur la droite en question. Donc, ils sont sur la droite partie réelle de S égale 1/2. Voilà, donc, c'est quoi les zéros non triviaux de la fonction zeta? Les zéros non triviaux de la fonction zeta, ce sont les zéros non triviaux de la fonction zeta. Je crois que pour répondre à cette question, il faut répondre à la question, c'est quoi les zéros triviaux de la fonction zeta? Voilà. Donc, les zéros triviaux de la fonction zeta sont les nombres paires négatifs, excepté 0, bien sûr, si on considère 0 comme étant un nombre pair négatif. Donc, ce sont les nombres paires négatifs, c'est-à-dire -2, -4, -6, -8, etc. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur l'abstract que j'ai proposé pour cette présentation, j'ai écrit cette somme, la somme des n à la puissance 2k égale 0. Donc, j'ai reçu quelques plaintes par rapport à cette somme qui, d'ailleurs, effectivement, diverge de façon grossière. Mais lorsqu'on utilise donc cet abus d'écriture dont dont j'évoquais au début, on se retrouve avec cette expression, c'est dans la somme des n à la puissance 2k égale 0, quel que soit k strictement plus grand que 1. Donc, en réalité, c'est parce qu'on utilise le fait que tous les zéros non triviaux de la fonction zeta sont ces nombres pairs négatifs. Et c'est pas compliqué de démontrer que ces zéros-là sont des nombres pairs négatifs. Il suffit juste de se baser sur l'équation fonctionnelle que j'ai présentée tout au début. Si vous vous rappelez bien, dans l'équation fonctionnelle, il y avait un terme sinus. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on remplace S par un nombre pair un entier pair, on obtient donc un sinus qui s'annule. Donc, ça fait en sorte que les zéros triviaux, on appelle ça zéros triviaux parce que c'est facile de démontrer que ce sont des zéros de la fonction zeta. Donc, les zéros triviaux de la fonction zeta sont des nombres pairs négatifs. Donc, il y a tout un sens, un tout petit peu un sens d'écrire que la somme des n à la puissance de k égale 0, par exemple. Voilà, donc maintenant, je parle d'une conjecture importante, une conjecture intéressante qui va nous permettre d'établir un lien entre la fonction zeta et les nombres premiers. Ici, je parle de la fonction de von Mangold. Cette fonction, en fait, c'est pas
ce psi ici, en fait, c'est pas ça qu'on appelle la fonction de Volman-Gold. Ce qu'on appelle la fonction de Volman-Gold, c'est ce delta qui est juste en bas. Et psi, c'est juste la fonction sommatoire de la fonction de Volman-Gold. Mais généralement, par abus de langage, on appelle psi la fonction de Volman-Gold. Le plus important sur cette phi, c'est que il nous permet de décrire le théorème des nombres premiers. Je rappelle déjà ce que c'est que le théorème des nombres premiers. Le théorème des nombres premiers dit que l'ensemble des nombres premiers, le nombre de nombres premiers, autant pour moi, qui sont plus petits qu'un entier x donné, est équivalent à x sur log x, lorsque x est très, très grand. Et puis, on démontre que, en réalité, ce théorème de nombre premier est également équivalent au fait que psi de x ici, donc cette fonction de Volman-Gold, est équivalent à x. Donc, si on a psi de x équivalent à x, c'est l'équivalence d'avoir un théorème de nombre premier. Ce qui est important, c'est comment est-ce que psi est défini. Dans cette définition de psi, nous avons une somme. Et cette somme-là est prise sur les zéros non triviaux de la fonction zeta. C'est-à-dire les zéros qui ne sont pas les zéros que nous avons décrits plus tôt. Ce n'est pas des nombres pairs négatifs. Donc, ça, ce sont les zéros non triviaux de la fonction zeta. Ces zéros dont Riemann claim que ce sont des zéros qui sont sur la droite rectiligne. Et maintenant, si on suppose que l'hypothèse de Riemann est vraie, ce qu'on pourrait faire avec cette fonction, par exemple, c'est être capable de contrôler cette somme. Parce que si l'on suppose que tout le monde a pour partie réelle 1,5, on sera capable de contrôler cette somme sur les zéros non triviaux de la fonction zeta. Et si on est capable de contrôler cette somme sur les zéros non triviaux de la fonction zeta, cela nous permettra de trouver une certaine régularité dans la distribution des nombres premiers. Parce que, comme il disait, ce psi de x équivalent à x est équivalent au théorème des nombres premiers. Par contre, si tous les zéros de la fonction zeta ne sont pas sur la droite critique, ça fera en sorte qu'on ne pourra pas contrôler cette somme-là. Donc, ça veut dire que ça sera grande, petite, ça ira à gauche et à droite. Et du coup, ça va créer une sorte d'irrégularité dans la distribution des nombres premiers. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le théorème de Riemann l'hypothèse de Riemann est très, très, très importante. Voilà, ici je présente trois conjectures très très importantes qui toutes sont non démontrées. Ces conjectures-ci vont m'aider à introduire ce que j'ai appelé le miroir de l'hypothèse de Riemann. Donc c'est la raison pour laquelle je vais déjà les présenter. La première conjecture, c'est celle de Riemann, celle dont je parlais, qui dit que les zéros non triviaux de la fonction zeta sont au-dessus de la ligne critique. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Lindelof. L'hypothèse de Lindelof nous dit que la fonction zeta de Riemann est mesurée par une fonction polynomiale sur la droite critique lorsque t est assez grand. Et puis, on a la conjecture de Karatsuba. La conjecture de Karatsuba nous dit que sur la droite critique, je dis sur la droite critique parce qu'à chaque fois, on a zeta de 1,5 plus it, et donc ça signifie que nous sommes sur la droite critique. La conjecture de Karatsuba nous dit que la fonction zeta peut être relativement grande sur la droite critique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que malgré que la fonction zeta a des zéros sur la droite critique, il est également possible qu'elle soit relativement grande sur la droite critique, parce qu'on a le maximum de la fonction zeta qui est plus grand que t à la puissance moins 1. Et ce qui est intéressant avec ces trois conjectures, c'est que l'hypothèse de Riemann implique l'hypothèse de Lindelof, et l'hypothèse de Lindelof implique la conjecture de Karatsuba. Et comme je disais, aucune de ces trois conjectures ou hypothèses n'a été démontrée jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'hypothèse de Riemann nous dit que les zéros de la fonction zeta sont tous sur la droite critique. Et puis la conjecture de Karatsuba nous dit que la fonction zeta prend des valeurs relativement grandes sur la droite critique. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que parce que ce à quoi on s'attendait, si on suppose par exemple que l'hypothèse de Riemann est vraie, ça veut dire que la fonction zeta
à tous ces zéros sur la droite, en fait, tous ces zéros non triviaux sur la droite critique. Ce à quoi on s'attendait, c'est que les valeurs de la fonction zeta sur la droite critique soient relativement petites, pour donner de sorte qu'on ait une certaine régularité sur la fonction zeta. J'ai pas envie de parler de continuité parce que ce serait trop demandé. On se disait, OK, si les zéros sont sur la droite critique, ça suggère que les valeurs sur la droite critique sont relativement petites. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est justement ce que la conjecture de Karatsuba dit. La conjecture de Karatsuba dit que si l'hypothèse de Riemann est vraie, donc s'il est vrai que les zéros de la fonction zeta sont sur la droite critique, ça ne garantit en rien, en fait, ça implique même, voilà, ça implique même qu'on peut trouver de grosses valeurs de la fonction zeta sur la droite critique. Et c'est donc là où naît le problème, ce que j'ai appelé le miroir du problème de Riemann. Parce qu'en réalité, si on veut redéfinir ou bien si on veut reformuler un tout petit peu le problème de Riemann ou l'hypothèse de Riemann, ce que Riemann dit, c'est que les valeurs minimales de la fonction zeta sur la droite critique sont la valeur minimale de la fonction zeta sur la droite critique est égale à 0. Donc, Riemann s'intéresse aux valeurs minimales de la fonction zeta sur la droite critique. Et le miroir de ce problème-là, c'est de s'intéresser plutôt aux valeurs maximales de la fonction zeta sur la droite critique. Une question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les valeurs extrêmes de la fonction zeta sur la droite critique? Et ceci a été, ce point de recherche a été évoqué par plusieurs chercheurs qui ont trouvé des résultats très intéressants dans ce sens-là. Par exemple, en 2008, Sundararajan montre que la fonction zeta peut prendre des valeurs grandes, aussi grandes que le terme de droite de cette expression. OK, bon, en réalité, cette preuve-ci était une preuve un tout petit peu légendaire parce qu'elle introduisait des nouveaux outils dans la théorie analytique des nombres, notamment avec les sommes de Gall, les optimisations de certains ensembles sur des sommes, etc., etc. Et en 2018, Bondarenko et CI montrent que on peut améliorer le résultat de Sundararajan. Parce que le résultat de Sundararajan nous donnait une racine de log de t sur log 2 de t. Et ce log 2 de t signifie le log itéré deux fois de t, c'est-à-dire log de t. Voilà. Donc, ici, Bondarenko dit en 2018, avec Saïd, il se dit, OK, on peut améliorer ce résultat en ajoutant un terme de log 3 de t dans la racine. Donc, ils ajoutent donc un terme log de t, ce qui fait en sorte que les valeurs extrêmes de la fonction zeta deviennent encore plus grandes. Et ce qui est intéressant avec ces résultats, c'est qu'ils ne dépendent pas de l'hypothèse de Riemann. Parce que auparavant, la conjecture de Karatsuba dépendait de l'hypothèse de Riemann. Donc, Karatsuba avait besoin de l'hypothèse de Riemann pour dire que les fonctions zeta prennent de grosses valeurs sur la droite critique. Mais avec cette conjecture de Karatsuba, on s'est rendu compte que il est possible que la fonction zeta prenne effectivement de grandes valeurs. Donc, c'est ça qui a motivé les recherches par rapport aux grandes valeurs de la fonction zeta sur la droite critique. Et voilà, donc certains résultats sont nés et ces résultats-là ne dépendent pas de la conjecture ou de l'hypothèse de Riemann. Voilà, et plus récemment, moi et le professeur Régis de la Bretèche, c'était un professeur en France, à l'Université Paris-Cité, voilà. On a proposé cette nouvelle borne de la fonction zeta. En fait, je dis proposer parce qu'en réalité, c'est un résultat qui n'est pas encore publié. Mais c'est quand même disponible sur le net si vous avez besoin de lire la preuve. J'ai fourni le lien juste en bas. Donc, on a proposé cette nouvelle borne. Cette nouvelle borne inclut un facteur très important. Donc, dans l'ancienne borne, par exemple, il n'y avait pas ce facteur phi de d. Donc, dans cette nouvelle borne, on a un facteur phi de d. Et ce qui est intéressant avec ce facteur phi de d, ici, phi, c'est la fonction de l'heure. Donc, c'est-à-dire, phi de d, c'est le nombre de nombres qui sont premiers avec d. Nombre de nombres plus petits que d, mais qui sont premiers avec d. Voilà.
Hum, voilà, et cette fonction phi, ce qui est important, voilà, c'est que je disais que ce qui est important avec le D, c'est que l'ordre de la fonction phi de D est de l'ordre 2 de T. Et ça nous permet donc de supprimer le dénominateur de cette racine carrée. Voilà. Et l'avantage de cette démonstration, c'est elle crée un certain pont, je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça, entre la théorie analytique des nombres et la théorie algébrique des nombres. Parce que l'idée derrière la démonstration n'était pas, au début, l'idée n'était pas de trouver des grandes valeurs de la fonction zeta sur la droite critique, mais c'était de déterminer les grandes valeurs d'une autre fonction, notamment la fonction zeta de Dedekind. Et la fonction zeta de Dedekind, heureusement, a une relation avec la fonction zeta. Dans la fonction zeta de Dedekind, c'est la fonction zeta avec un produit de fonction L et cette forme, et donc nous permet de déduire ce résultat-ci. Je reviendrai peut-être en détail sur ce résultat dans une autre présentation, pas celle-ci, où je parlerai un tout petit peu de l'avantage d'utiliser les outils que nous avons utilisés, parce que ça peut être utile pour certains chercheurs. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais prévu présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je reste ouvert à toute question. Ok, merci beaucoup Patrick pour cette présentation, bon, cette présentation passionnante et éclairante. Bon, je crois que ça éclaire un peu, je ne vais pas dire totalement, mais ça, ça éclaire quand même un peu cette hypothèse de Riemann. Bon, parce que moi également, j'ai eu ce problème où, bon, même déjà sur le flyer, j'ai eu ce problème où, bon, j'avais dit, bon, je m'étais demandé, bon, pourquoi, quelle est cette écriture? Quelle est cette somme que tu mets sur le flyer? Parce que le terme général déjà divers, bon, tendait vers l'infini. Bon, je ne comprenais pas comment est-ce que le thème général d'une série peut ne pas tendre vers zéro et tu affirmes que bon, que la somme converge. Bon, je pense que tu as apporté un peu, bon, pas totalement, hein, parce que c'est toujours flou, un peu d'éclaircissement. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième phase bon, des questions. Et bon, étant donné le nombre de participants, bon, on va juste lever la main. Je vais juste vous demander de lever la main. Et voilà, bon, je vois il y a déjà une main levée, Solange. Bon, je pense que Solange a une question ou une remarque. Et bon, je pense que vous pouvez. Bon, la deuxième phase peut commencer, la phase de questions. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir Patrick. Alors, c'est vrai que c'est ma première fois de voir que la somme sur les n, sur les k supérieurs et égal à 1, des n exposant 2 k au 0, donc du coup, mais avec l'explication et le passage à nombre complexe, ça se comprend, mais l'abus de notation est très flagrant. Alors, je vais directement dire que j'ai véritablement apprécié parce que j'ai appris par rapport à la fonction zeta, donc je tiens à féliciter cela. Maintenant, j'entre dans mes questions. Peut-être j'ai loupé une phase de présentation, mais j'aimerais savoir ce qu'est la droite critique initialement. Et par la suite, j'aimerais savoir si vous visez trouver les valeurs maximales. Donc, de la fonction zeta, je vois une sorte de périodicité là, lorsque vous faites le max sur les t dans 0t. Donc, est-ce que vous souhaitez trouver les valeurs maximales? Et troisième question, bon, ou bien est-ce que vous cherchez à avoir une meilleure estimation? Donc, je ne sais pas si je peux appeler ça estimation. Euh, bon, voilà un peu ce que j'aimerais savoir. Donc, Ok, déjà, je vais commencer par répondre à la première question. Euh, je sais pas, est-ce que le micro est activé? Ok, super, ouais. Je vais commencer par répondre à la première question. La première question, c'était de savoir c'est quoi la droite critique. La droite critique, c'est la droite d'équation 1 demi plus IT. Donc, c'est la droite d'équation. Donc, lorsque tu es dans le plan complexe,
tu n'as qu'à tracer cette droite, la droite d'équation 1,5, ton partie réelle de S égale 1,5. C'est ça qu'on appelle la droite critique. Et ce que nous cherchons à faire, c'est, dans ce que j'ai appelé le miroir de l'hypothèse de Riemann, c'est de déterminer les valeurs extrêmes de la fonction zeta sur cette droite-là. Parce que, comme je disais, d'après ce que Riemann dit, d'après l'hypothèse de Riemann, les zéros de la fonction zeta, les zéros non triviaux de la fonction zeta sont sur la droite critique. Et puis, puisque ces zéros-là sont sur la droite critique, ce à quoi on s'attendrait, c'est que les valeurs de la fonction zeta soient minimales, soient petites. Les valeurs de la fonction zeta soient petites sur la droite critique. Pour qu'on puisse dire que la fonction zeta a une certaine régularité. Donc, je ne voulais pas parler de continuité parce que c'est un terme trop fort. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux grandes valeurs de la fonction zeta. Donc, sur la droite critique, on se dit, OK, est-ce qu'il y a des intervalles sur la droite critique où la fonction zeta peut prendre des valeurs considérablement grandes? La réponse, c'est oui. C'est donc ces valeurs extrêmes-là qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure que le temps passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok, merci beaucoup. Tu as répondu parfaitement à mes différentes questions. Bon, donc, je comprends un peu ce que vous êtes en train de faire. Du coup, j'aimerais savoir s'il y a l'aspect numérique, en fait, de ce travail. Déjà, est-ce qu'on peut parler peut-être de simulation, pardon. Déjà, est-ce qu'on peut chercher à faire quelque chose comme ça? Je sais pas. Je sais pas. L'aspect numérique. Dans le travail que j'ai fait, il n'y a pas d'aspect numérique. Tout est purement algébrique, c'est-à-dire mathématique, sans aspect numérique. Mais si ta question c'est est-ce qu'on peut par exemple évoquer l'hypothèse de Riemann, essayer de résoudre l'hypothèse de Riemann en utilisant des méthodes numériques? Ça, Bon, ça, euh, mais ouais, c'est vrai que peut-être, en fait, moi, c'était dans l'optique de représentation, peut-être, je sais pas. C'est vrai que si on parvenait à représenter, on aurait une idée de, ça devrait rejoindre ta compréhension, en fait, ou bien l'orientation de la réponse que tu donnais. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a euh, une application qui peut permettre de représenter ça? Est-ce que je sais pas? euh, euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ce que je connais, c'est que l'idée qu'on a de la fonction zeta, lorsque la partie réelle de S est comprise entre 0 et 1, est très floue. Est très floue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces études sont menées et la fonction zeta reste une fonction très, très intéressante. Par exemple, on connaît bien comment est-ce que la fonction zeta se comporte lorsque la partie réelle de S est strictement plus grande que 1. Mais même lorsque la partie réelle de S est strictement plus petit que moins 1. Mais lorsque l'on se retrouve, par exemple, dans l'intervalle 0,1, les choses deviennent un tout petit peu compliquées. Donc, la fonction zeta devient un tout petit peu inconnue. Donc, je crois que c'est ça le véritable problème et le véritable intérêt de la fonction zeta. Donc, pour parler des méthodes numériques qui permettent de, par exemple, trouver des zéros de la fonction zeta, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'une méthode numérique, je ne suis pas sûr que les méthodes numériques permettent de trouver des zéros. Ce que je sais, c'est que les méthodes numériques permettent de trouver des points qui sont proches des zéros. C'est-à-dire qu'on trouve un point qui est très, très proche des zéros. Et, euh, et peut-être nous avons des méthodes numériques qui montrent que ces points-là sont proches de partie réelle de S égale 1,5, mais ça ne nous garantit pas que c'est effectivement partie réelle de S égale 1,5. D'accord, merci. Bon, est-ce que vous avez essayé de comparer ça avec d'autres séries? Parce que je pense que ça, c'est le deuxième exposé que j'écoute sur la fonction zeta. Et c'est vrai que
je suis pas compagnie, ça, c'est pas un outil sur lequel j'ai travaillé, lequel j'ai déjà travaillé. Donc, j'aimerais savoir s'il y a d'autres théories que vous utilisez pour comparer ça. J'ai pas très bien compris. La question, c'est est-ce que nous De avons... savoir si vous avez d'autres séries. Il y a des séries peut-être lacunaires, je sais pas. Du coup, est-ce que vous utilisez autre chose? La comparaison, déjà, au voisinage de tel, ça ressemble à telle chose, ou bien, je sais pas. Hmm, hmm, hmm. Pour, c'est un tout petit peu compliqué de répondre à la question. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la fonction zeta. Mais lorsque tu parles de comparer la fonction zeta, ça me fait plutôt penser au fait que ce sera pas possible, étant donné que la fonction zeta, c'est une fonction complexe. Mais si tu veux plutôt dire comparer les modules de la fonction zeta, ça aurait plus de sens. Et il y a beaucoup de comparaisons de la fonction zeta avec d'autres expressions, mais pas vraiment des expressions qui sont comme des fonctions, comme zeta par exemple. Euh, et comme je disais, on ne peut que parler de modules, ce qui fait en sorte que ça réduit un peu le champ de comparaison. Hello. C'est parce que Hi, Patrick. D'accord, d'accord. Je comprends très bien. Tu as parfaitement raison, vu que c'est une fonction complexe. Donc, peut-être les approximations pourraient se faire avec les modules Hmm. et ainsi de suite. Du coup, merci pour les réponses. Donc, je vais laisser la parole ou bien les questions à d'autres personnes. Bye. Ok, je vois Anne va une main levée. Oui, allô? Yes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Patrick. Merci beaucoup pour ta belle présentation. Et je vais encore poser quelques questions pour suivre Solange afin de mieux comprendre, en fait, de comprendre encore plus sur cette Ok, fonction d'état de Riemann. ok. Tout à l'heure, tu as dit que on connaît bien le comportement de la fonction d'état de Riemann lorsque la partie réelle est supérieure à 1 et inférieure à 1 et que cette fonction avait des comportements étranges quand la partie réelle comprend entre 0 et 1. Donc, j'ai un peu envie de bien comprendre. Ok. Donc, ça, Um, c'est pour ma première question. ouais, ok. C'est pas, est-ce que tu veux directement poser la seconde question? Oh non, je pouvais d'abord m'arrêter avec la première. Ok. Ce que je disais, c'est que, par exemple, comme j'ai défini la fonction de zeta au tout début, Euler, lui, il avait introduit la fonction zeta uniquement pour les nombres avec la partie réelle, uniquement pour les nombres réels qui sont strictement plus grands que 1. Et le problème résidait en fait dans la convergence de cette série-là. Pour le fait que la série ne convergeait pas pour les nombres réels strictement plus petits que 1. Voilà. Et, et quand je dis que nous connaissons bien comment est-ce que ça se comporte pour les parties réelles strictement plus grandes que 1, ce que je veux dire, c'est que nous connaissons que ça donne des séries qui convergent et dont nous pouvons facilement manipuler. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'intervalle 0,1 en particulier, ce que nous savons très bien, c'est que les zéros de la fonction zeta se trouvent dans cet intervalle-là. Bon, lorsque la partie réelle de S est égale à la partie réelle de S est comprise entre 0 et 1, ce que nous savons, c'est que les zéros se trouvent dans cet intervalle. Et ce que nous dit l'équation fonctionnelle, c'est que ces zéros-là sont symétriques par rapport à l'axe de la partie réelle, la partie réelle de x égale 1 demi. Ces zéros-là sont symétriques par rapport à cet axe-là. Mais nous ne connaissons pas plus que ça. Du coup, c'est la raison pour laquelle je disais que c'est un tout petit peu flou. Et c'est pour ça que Riemann nous dit que, OK, si on connaît que les zéros sont dans l'intervalle 0,1, et si on connaît, parce qu'il y a aussi une proposition qui dit que le théorème des nombres premiers est équivalent euh, au fait que la partie réelle de S égale 1 n'est solution d'aucun zéro de la fonction zeta. Riemann nous dit donc que si on connaît ces deux hypothèses-là, parce que si on connaît ces deux hypothèses,
alors on peut conclure que tous les zéros de la fonction zeta sont sur la droite critique. Et justement, on ne peut pas démontrer ça une fois de plus. Donc, je dis que c'est un tout petit peu flou parce que nous avons très peu d'informations dans ce champ d'action. Par contre, dans les autres espaces, c'est un tout petit peu plus simple pour nous de raisonner. Quand je dis par exemple que c'est simple pour les parties réelles de S, strictement plus petit que moins 1, je veux dire qu'en utilisant l'équation fonctionnelle, on peut toujours se ramener à une partie de S strictement plus grand que moins 1, strictement plus grand que 1. Et étant donné qu'on est familier avec le comportement de la fonction zeta pour les parties réelles de S strictement plus grand que 1, donc, on peut dire que c'est pas totalement inconnu, quoi. OK, je ne sais pas si j'ai donné un tout petit peu une réponse à ta question. Oui, Patrick, merci. Et bon, je suis un peu curieuse de savoir à quoi pourrait servir de trouver le maximum de la fonction zeta. En fait, quel est le but caché derrière ce travail qui consiste à vouloir trouver exactement les valeurs extrêmes de la fonction zeta lorsque la partie réelle est entre 0 et 1. Et quel est le but? À quoi ça pourrait nous servir à quoi ça pourrait nous servir? Déjà, je n'ai aucune idée euh, de à quoi ça pourrait nous servir dans la vie réelle. Ce n'est pas un sujet de mathématiques appliquées, du coup, il n'y a pas vraiment d'application de ce sujet pour l'instant. Parce qu'il faut le dire, la plupart des sujets de mathématiques appliquées que nous avons aujourd'hui étaient des sujets de mathématiques pures avant, et c'est plus tard qu'on a trouvé leur application. Donc, en réalité, si je veux répondre de façon honnête à cette question, je dirais tout simplement que c'est, ça entre dans la compréhension de la fonction zeta. Donc, on essaie davantage de comprendre les méandres de la fonction zeta. Parce qu'on se dit que la fonction zeta est une fonction qui reste intéressante dans tous les sens du terme. D'accord, Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'éclairage. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. excellent, c'est mon plaisir. OK, je pense que Solange a encore une question. Bon, désolé de revenir. En fait, c'est la dernière question de Domitiana par rapport aux applications OK. et qui me fait revenir parce que, bon, c'est vrai, c'est mathématiques, des mathématiques pour les mathématiques, mais je me demande si vous avez regardé la source. Bon, source dans quel sens? Déjà, l'un de nos professeurs ici, le professeur David Bécolé, nous dit souvent que, en fait, les mathématiques viennent d'abord de la société. Certainement, on ne sait pas où ça va, mais ça vient de quelque part. Donc, est-ce que tu as présenté l'historique des travaux qui ont été faits dessus? Donc, est-ce que tu as une idée d'un truc comme ça? Je sais pas. Parce que, par exemple, je connais certains espaces et on présente d'où ça vient, même si on ne sait pas où ça va. On présente quand même d'où ça vient. Je sais pas. OK. Peut-être pour revenir un tout petit peu à la citation que tu as mentionnée, que les mathématiques viennent de la société. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, euh, je pense que on essaie plutôt de associer des résultats mathématiques à des problèmes de la société. Donc, ce n'est pas que ces résultats mathématiques viennent des problèmes de la société. Donc, on essaie d'associer des résultats mathématiques que nous avons déjà à des problèmes de la société. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que ces outils mathématiques que nous avons aujourd'hui dans le monde des mathématiques appliquées a été une fois auparavant des outils de mathématiques qui n'avaient aucune idée d'application. Et plus tard, avec le temps, on s'est rendu compte que, OK, on peut par exemple appliquer cette partie de la géométrie algébrique dans tel secteur de l'analyse des données, etc., etc., etc. Donc, pour répondre à la question, honnêtement, j'ai pas
je n'ai aucun clou, aucune information sur où est-ce qu'on pourrait déjà aujourd'hui appliquer ce résultat. Mhm. D'accord. Merci Patrick pour les différentes réponses. Moi, je crois on va passer à Samuel qui a également une question, donc qui a levé la main en tout cas. Voilà, merci. Merci pour la parole donnée et merci à Patrick pour cette brillante présentation. Moi, c'est Samuel et j'étais très, très content de suivre cette présentation. C'est vrai que par moment, j'ai eu des problèmes de connexion. Je pense que c'est justement pour ça que je vais revenir sur certains points, notamment au niveau de la bonne définition, parce que Patrick, tu as employé un thème là, de la bonne définition. Solange est revenu dessus, Luciane aussi. Euh, Lorsque, en 1859, Riemann définit cette fonction, est-ce qu'il l'a définie sur tout C ou alors est-ce qu'il y a des parties sur C où cette fonction n'est pas définie? Ok. Ça, c'est ma première question. Et parce que, bon, voilà, le vocabulaire aussi, il faut qu'on se comprenne parce que quand on parle aussi de la bonne définition d'une correspondance, parfois on se dit que à certains endroits, peut-être la fonction peut avoir deux valeurs et qu'on n'arrive pas à choisir quelle est la valeur exacte de la fonction. Sur cet angle-là, la fonction n'est pas bien définie. Est-ce que c'est le même vocabulaire qu'on va avoir ici avec cette fonction zeta de Riemann? Oh. Je ne sais pas si tu vas répondre au fur et à mesure avant que je ne passe à la deuxième question. Ah, ok, peut-être je vais répondre à cette première question déjà. Je vais revenir sur le slide. Je ne sais pas si vous voyez toujours le slide. Oui, oui, je vois très bien. Donc ici, je reviens sur cette définition de la fonction zeta. Ici, on définit la fonction zeta comme étant la somme des 1 sur n à la puissance s. Et on est tous d'accord que cette série-ci converge uniquement lorsque la partie réelle de S est strictement plus grande que 1. Et je disais que en réalité, celui qui définit la fonction zeta en premier, c'est Euler. Et il définit la fonction zeta uniquement pour les S qui sont des réels et strictement plus grands que 1 pour imposer une certaine convergence. Mais on peut également démontrer que ça converge lorsque S n'est pas un réel, mais plutôt un complexe. Et ce sont ce sont les mêmes arguments qu'on utilise. Mais il faut absolument supposer que la partie réelle de S est strictement plus grande que 1. Donc ça, c'est la Mais définition. la convergence ici, ça veut dire quoi? Que la somme est finie? Oui, la convergence veut dire que la somme est finie. D'accord. Voilà. Donc, cette écriture n'est valable uniquement que pour des nombres qui sont tels que, pour des valeurs complexes qui sont telles que la partie réelle est strictement plus grande que 1. Maintenant, ce que Riemann fait, c'est qu'il étend cette définition sur tout le plan complexe, excepté à S égale 1. Donc, il étend ça en trouvant cette équation fonctionnelle-ci. Cette équation fonctionnelle-ci nous dit, par exemple, si je veux calculer les états de moins 2, si je remplace S par moins 2, alors, puisque je connais zeta de 1 moins 2, c'est-à-dire je connais zeta de 3, alors je peux donner une expression, je peux donner un sens à zeta de moins 2 via cette équation-ci. Mais il n'est en aucun cas valable d'aller dans cette définition de zeta qui n'est valable uniquement que pour les parties réelles de S strictement plus grand que 1 et remplacer zeta par moins 2. Ça n'a pas de sens. Et le problème, je crois que le problème qui se pose généralement dans ce contexte-ci, c'est que bien que la fonction zeta ait été étendue sur le plan complexe, il n'y a pas d'expression de la fonction zeta qui la définit de façon explicite pour l'ensemble des valeurs de S qui sont telles que la partie réelle de S n'est pas strictement plus grande que 1. Et ça crée donc souvent cette ambiguïté parce que lorsqu'on veut dire zeta de moins 2, étant donné qu'on n'a pas d'expression explicite pour exprimer zeta de moins 2, on se dit, OK, on va venir utiliser cette expression explicite que l'on connaît
qui n'est pas valable pour zeta de moins 2 et la forcer à remplacer quand même S par moins 2. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souvent ces égalités qui n'ont pas de sens mathématiquement, mais qui ont un certain sens de façon intuitive. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, il disait que Oui, oui, quand même, parce que initialement, d'accord, sur tous ces, on définit comme on a défini là. Maintenant, pour avoir cette égalité-là, il faut justement que la partie réelle soit strictement supérieure à 1, c'est ça? exactement, c'est ça. Ouais, parce que j'ai aussi lu quelque part que lorsque la partie réelle est strictement supérieure à 1, la fonction zeta de Riemann est analytique. Yes. Bon, je pense qu'il y a des analystes ici qui peuvent aussi confirmer cette information. Alors, et puis cette égalité que je vois là, si je reviens sur la question de Solange tout à l'heure qui parlait d'autres fonctions, mais il y a aussi la fonction gamma de l'heure ici, qui est un lien en fait. C'est-à-dire, je vois un lien entre zeta et gamma. Oui, OK. effectivement. Mhm. Alors, par rapport aux autres conjectures, tu as parlé de conjectures de Lindelof et de Karatsuba, qui sont toutes des conjectures non encore prouvées. Yes. Alors, mais ce qui est encore intéressant, c'est que la conjecture de Riemann entraîne la conjecture de Lindelof et Lindelof, voilà, entraîne la conjecture de Karatsuba. Mm. Puisqu'on connaît l'année où la conjecture de Riemann a été énoncée, est-ce qu'on connaît aussi l'année où ces deux autres conjectures ont été énoncées? C'est-à-dire, ça me donne, pour que j'ai une idée de la difficulté qui se cache derrière au niveau de la démonstration. Donc, Um, Lindelof, là, il a énoncé cette hypothèse, tu as une idée de l'année, car Katsuba aussi. ah non, malheureusement, j'ai pas les années exactes. Je connais pas OK, exactement quand est-ce que OK. l'hypothèse. OK, parce que vu cette implication, ça veut dire que si on montre que jamais, si jamais Lindelof est faux, ou alors que Karatsuba est faux, du coup, la conjecture de Riemann sera fausse. Parce que Exact. c'est un lien quand même assez intéressant. Mm, mm, exact. Maintenant, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Quand tu vois ces deux conjectures, tu as le sentiment qu'on peut les prouver rapidement? Hum, je suis familier avec avec l'hypothèse de Lindelof, mais pas trop avec la conjecture de Karatsuba. Hum, L'hypothèse de Lindelof, c'est un tout petit peu comme l'hypothèse de Riemann. Ce sont des trucs qui sont très intuitifs et déjà, quand quand tu observes comment les choses se comportent, tu as l'impression que ça a tout un sens. De- Ces hypothèses-là ont tout un sens. En réalité, je n'ai vraiment aucune idée de quelle pourrait être la difficulté de la démonstration de ces hypothèses. Mhm. OK, bon, voilà. Mais je Je suppose que pas. si jusqu'à présent elles n'ont pas été démontrées, ça veut dire qu'elles sont quand même compliquées. Ouais, Ou alors, ou alors elles n'ont pas été observées sous le bon angle. mhm. Pour faire longuement. OK, voilà, merci. Merci pour tes réponses, Patrick. Ok, bon. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, pour moi. Hum, Alors, je ne sais pas si je peux encore revenir pour ajouter un commentaire bien sûr. Il n'y a pas de et des souci. rumeurs, voilà. Parce que chaque année, on dit qu'il y a des preuves de cette conjecture de Riemann. Hum, Il y a des tonnes, enfin, il y a beaucoup de démonstrations qui arrivent. Mais je sais pas, quand ces démonstrations arrivent là, euh,
clément, je ne sais pas si on va dire ça en français, prétestant qu'ils ont démontré la conjecture de Riemann. Euh, qui sont ceux qui, dans la plupart des cas, rejettent la preuve? Est-ce que c'est l'Institut Clé ou bien c'est tout mathématicien qui lit la preuve qui rejette ça? Déjà, je pense que ça commence par tout mathématicien. S'il Oui. s'attelait qu'un mathématicien a lu la preuve et a trouvé une ambiguïté, alors la preuve peut être rejetée parce qu'il Mhm, n'y a mhm, pas de cette ambiguïté-là au conseil. Et je pense également qu'il y a un collège de professeurs qui veille à ce que les preuves soient correctes. Donc, il y a des collèges de professeurs qui étudient la preuve tout en détail et, et certainement si elle est correcte, puisque les mathématiques sont logiques, il n'y aura pas de... mhm. Ouais. OK. Et la rumeur, c'est qu'on a souvent relié cette fonction zeta à la sécurité au niveau des banques. Est-ce que c'est vrai ça? Je pense que ça doit être vrai. Déjà parce que la fonction zeta est liée au nombre premier et les nombres premiers sont très liés à la sécurité, à, euh, à la cryptographie, etc. Et la cryptographie, elle est très liée à la sécurité, etc. Donc, c'est un peu comme une chaîne qui se suit. Et donc, ça, je crois que ça a tout un sens de dire que la fonction zeta est euh, liée à la sécurité bancaire. Déjà parce que, comme je disais, résoudre le problème de la fonction zeta nous permettra de résoudre l'hypothèse de Riemann, autant pour moi, nous permettra de trouver une certaine régularité sur la distribution des nombres premiers. Et la difficulté ou alors l'avantage que les banques utilisent pour pour se sécuriser, c'est justement le fait que c'est difficile de trouver une certaine régularité dans la distribution des nombres premiers. Donc, je Mhm. dis, voilà, c'est difficile de, par exemple, lorsque j'ai un gros nombre premier, de pouvoir le décomposer en facteurs premiers, un truc comme ça. On sait que c'est possible, mais c'est souvent difficile de trouver les facteurs qui le composent. Et c'est un peu ça qui me rend difficile, Mhm. voilà, qui permet aux sécurités bancaires d'être strong, D'accord. Et ce qui est un peu intriguant par rapport à cette démonstration, c'est que du côté machine, toutes les machines jusqu'à présent montrent, pas que montrent, attestent que la ligne critique est solution. ouais, oui, oui, en tout cas, tous les dessins que nous avons, tous les graphes et toutes les représentations Mhm. concrètes de la ligne critique est solution. Mais les mathématiciens disent que non, on veut une preuve solide. Mais ceux qui ont fait logique, vous savez qu'il y a certaines choses, si on ne peut pas prouver avec les machines, on ne peut pas accepter ça comme vrai. Je ne sais pas si tu as une idée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de logique. Bon, c'est vrai que quand on fait les mathématiques, c'est la logique classique qu'on utilise. Mais il y a cette logique-là qui dit que ben, si tu veux qu'on dise que quelque chose est prouvable, il va falloir qu'il y ait une machine qui puisse calculer ça. Donc, je pense que si on rentre plutôt dans ce contexte-là, on va dire qu'elle est prouvée. Mais comme les mathématiques sont rigoureuses, bon voilà, il faut une... Ok, d'accord. Non, c'était juste un petit commentaire par rapport à cette intrigue-là autour de cette fonction zeta. Mhm. OK. Hmm. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, moi, je n'ai plus de questions, hein. J'espère que nos questions vont permettre à Patrick d'avancer dans ses recherches. Félicitations à lui. Donc, voilà. Bien. Merci beaucoup. Et s'il n'y a plus de questions, bon, juste comme ça.
j'ai un peu regardé pendant qu'on échangeait sur les années d'énoncer des différentes hypothèses. Et Mm. bon, l'hypothèse de Lindelof, ça a été énoncé dans les années 1900, bon, et précisément en 1908. Et, bon, et la conjecture de Karatsuba. Karatsuba ouais, en 1960, un peu plus tard. Bon, c'est ce que me dit les sources. D'accord. Merci. Merci. Steve, c'est Steve, c'est ça? Exactement. Ah, merci beaucoup pour ces infos. OK. Bon, une fois de plus, on va remercier Patrick pour cette présentation enrichissante sur la fonction zeta de Riemann. Bon, nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi stimulante que nous. Voilà. Bon, merci également à vous tous pour votre participation et pour votre engagement tout au long de cet échange. Vos réflexions et vos questions ont contribué à enrichir le débat, à aider Patrick également. Bon, nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains événements. C'est, bon, je crois, dans 2 semaines. Et bon, d'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous.